moi je vais rapidement introduire la présentation en vous expliquant d'abord qu'est-ce que c'est que le paysage. Le paysage a été défini par la Convention européenne il y a quelques années. Ça peut dire que c'est la perception du territoire, enfin, la vision et le ressenti du territoire tel que perçu par les populations. Et c'est extrêmement important parce qu'on n'est pas uniquement sur la notion de paysage vu, on est aussi sur la notion de paysage ressenti et paysage vécu. Les populations sont sur place. En gros, le paysage, c'est le reflet d'une société qui vit sur le territoire de. Donc j'enseigne à l'École nationale supérieure du paysage. Qu'est-ce que l'École nationale supérieure du paysage? C'est une école qui propose un cycle de 4 années qui forme des paysagistes, donc des spécialistes des paysages, qui va opérer en conseil ou en maître d'œuvre, aménager, gérer et aider à monter des stratégies sur le territoire. Cette école, donc, elle forme des paysagistes. C'est Ophélie, jeune paysagiste sortie de l'école il y a 2 ans. Le travail qui va vous présenter a été fait en 4e année, donc qui clôt un cycle de 4+6. Donc c'est le travail de plus de 6 mois, à raison d'un temps partiel à peu près à mi-temps, sur 6 mois, entre un mi-temps et un 3/4 temps. Donc c'est un travail intense, réalisé en groupe d'étudiants de 3 à 5 étudiants, sur des problématiques. L'objectif, c'est de mettre en situation professionnelle les étudiants en leur laissant le maximum d'autonomie, c'est-à-dire qu'ils gèrent la lettre de commande, ils ajustent la lettre de commande avec le maître d'ouvrage, ils gèrent un budget qui leur est alloué, ils gèrent leur planning, ils gèrent la stratégie de progression de cette démarche. On essaye de faire en sorte que dans les notions de projet, c'est-à-dire que le travail propose une vision évolutive du territoire. Alors, en fonction de la demande, ça peut être un court, moyen ou très long terme. Ici, on se situe plutôt à l'échelle de 20, 30, 50 ans. On est bien dans l'échelle de temps du paysage de la propriété, même si il faut bien l'agence, ça sera cet APR, il propose il s'inscrit dans un travail dans un partenariat depuis longtemps établi avec la région Poitou-Charentes. Et j'insisterai sur ce partenariat, parce que sans ce partenariat avec les collectivités, il n'y a pas de réussite de cette 4e année. Dans le cas présent, la région a mis à disposition le CRES, c'est-à-dire le Conservatoire régional d'espace naturel, qui a, je pense que c'est le CNF France, un service paysage, au service de l'atelier, pour mettre en place et suivre cet atelier. Et puis, c'est fait en partenariat également avec donc, les pays Toircé et la communauté de communes du Saint-Valentin, qui a fusionné avec d'autres communautés. Voilà. Il y a eu 4 étudiants, et puis je vais laisser la parole à Ophélie. Je vais juste resituer aussi les objectifs de la chaire Paysage et Énergie. Donc, vous pouvez aller sur le site de l'école, vous aurez une plaquette que je peux faire tourner. J'ai juste une sortie, c'est une mauvaise sortie de papier, qui précise les objectifs et à quoi va servir cette chaire. Donc, c'est créer un espace de recherche, de création, de formation et d'échange autour des enjeux de la transition énergétique dans les territoires et qui s'appuie sur la notion de paysage et sur la pratique du projet paysage. L'objectif, c'est donc de former, notamment en post-master, dans le cadre des ateliers pédagogiques régionaux, donc avec 6, et puis d'intervenir aussi en formation continue, qui est ouverte à tous les agents de la fonction publique, notamment, et puis les gens qui prennent des études. Objectif d'études et de recherche. Donc cette année, la chaire va financer une thèse sur le paysage et l'énergie, qui commence pour 3 ans, sur la création, notamment la création en paysage et l'innovation, et puis surtout la capitalisation et la diffusion, et il y aura sans doute à confirmer les dates, un colloque sur le paysage et l'énergie organisé par la chaire au printemps prochain. Voilà.
laisse la place à Ophélie. Pardon, Pascal. C'est moi d'abord. Pascal. Donc moi, je vais rapidement brosser au moment où l'étude s'est faite du contexte territorial. Donc à l'époque, il y avait le pays Toircet, qui était donc très très engagé au niveau de la démarche environnementale. Il y avait un sentiment d'énergie territoriale, il y avait aussi un travail au niveau du paysage. Donc c'était un territoire déjà bien engagé. Et il y avait donc 3 communautés de communes dans ce pays Toircet, la communauté de communes du Saint-Valentin, de l'Argentonnais et du Saint-Valentin. Et la communauté de communes du Saint-Valentin était peut-être la meilleure élève en termes d'énergie renouvelable de ces 3 communautés de communes. C'est un territoire très rural de 9 communes et qui avait mis en place pas mal d'énergie renouvelable, puisque depuis très longtemps, il y avait une très grosse chaufferie collective, bois, qui chauffait, collègues de zone de retraite, enfin, vous un peu, je pense que vous aurez accès au PowerPoint, c'est pas la peine de s'étendre là-dessus, donc une grosse chaufferie bois. Il y avait une piscine qui était chauffée par la chaufferie bois, mais qui était également solaire. Les salles de sport étaient chauffées par cette chaufferie bois, mais avaient aussi des panneaux photovoltaïques et une moquette photovoltaïque. L'école chauffée par une pompe à chaleur plus canadien, ventilation de bioflux, enfin, tout ce qui était fait était en place. Il y avait une deuxième chaufferie bois qui avait été mise en place pour chauffer toutes les écoles, salles polyvalentes, etc., de la plus grosse commune de la commune Saint-Laurent. Et un parc éolien de 18 éoliennes qui a été mis en place juste en limite de la communauté de communes du Saint-Valentin, à cheval sur le bocage et le Toircet. Et puis une usine de méthanisation qui était dans le carton, qui n'était pas encore construite, mais qui était construite ultérieurement. Donc on avait à peu près un panel complet de ce qui peut se faire en termes d'énergie renouvelable. Donc le territoire était intéressant pour une étude, et donc c'est pour ça que la communauté de communes du Saint-Valentin a été retenue pour cette étude. Donc c'est un territoire d'étude, et nous avons, comme sur le paysage aussi, le regard des habitants sur ce qui se fait. Nous avions fait une petite étude, une petite enquête à l'occasion de cette étude sur le regard des habitants sur les énergies renouvelables. C'était très variable, très contrasté. Il y avait des regards plutôt négatifs, on regarde le paysage raconté, parfois violents. Voilà, les saloperies éoliennes, communes durables, stupidité de certains, on y va carrément. Le négatif sur l'éolien, essentiellement. Les autres, on n'a pas eu de négatif sur les autres modes d'énergie renouvelable, mais c'est sans doute normal, hein, c'est beaucoup plus visible. C'est dans le paysage, c'était lié au paysage bien sûr, hein, c'est remarquable. Et puis, ce qu'ils aimaient surtout, c'était même plutôt le côté bocager, qui était retenu comme étant quelque chose d'intéressant au niveau du paysage. Le paysage du pétrole, qui était plutôt sur la plaine, n'était pas, les gens ne sont pas plus attachés que ça. Et puis quand même, globalement, les gens, par rapport à la politique des énergies renouvelables, le développement des énergies renouvelables, c'est plutôt pour la mise en place des énergies renouvelables. Mais, ça perturbe trop le paysage. Donc, je vais vous indiquer toute l'étude. Je vous dis tout de suite un peu l'intérêt que nous, on a ressenti au niveau de l'étude, c'est qu'il ne pas simplement parler du paysage comme quelque chose à sauvegarder, à préserver, mais bien comme quelque chose qui est mobile, qui avance, qui bouge. Donc, il y a eu à la fois les impacts positifs et négatifs. Il n'y a eu aucun jugement de valeur par rapport par rapport aux énergies renouvelables, mais bien plutôt ce que ça pouvait apporter au territoire et comment maintenant il allait falloir travailler avec ces énergies renouvelables. Ce que ça allait pouvoir apporter au niveau environnemental, mais aussi au niveau social et au niveau économique sur le territoire. Donc ces énergies elles ont été vues un peu autrement, pas seulement comme un produit financier, certains, ou comme quelque chose qui gêne le paysage, mais bien comme un outil pour les acteurs, pour les habitants du territoire et les acteurs économiques, et particulièrement pour le monde agricole. Ça nous a aussi permis de voir les énergies renouvelables avec une autre échelle de valeur et de hiérarchiser ces énergies renouvelables avec une autre regard, non plus par rapport à la productivité, que vous aurez tout à l'heure la fiche qui a été faite, mais bien par rapport à la fois à la productivité bien sûr, mais aussi aux retombées économiques sur le territoire, l'entretien des paysages et aussi l'application des territoires humains.
Donc, le bilan, c'est qu'il y a eu une prise de conscience par rapport au paysage quand même, et à l'impact qu'avaient ces énergies renouvelables, aux retombées positives et négatives sur le territoire, et puis d'envisager le paysage dans toutes ses dimensions, plutôt que simplement comme quelque chose à préserver le etc., mais aussi comme un espace en mutation, comme un espace qui est un lieu de production. Voilà. Donc, le regard des techniciens, des élus a un peu changé par rapport à simplement l'idée du paysage. Et ensuite, bon, à quoi il va servir elle pourrait servir. Donc il y a une profonde mutation au niveau du territoire. Maintenant, c'est la communauté de communes du Toircel qui a regroupé toutes ces communautés de communes. Il va y avoir sur cette communauté de communes un SCOP et un PUI. Donc il va y avoir des grosses questions sur le paysage. Je pense que ce sera une excellente base pour travailler sur ces grandes questions. Et donc, on va essayer de faire en sorte qu'elle ne soit pas oubliée, qu'elle ne soit pas une étude posée sur une étagère, mais bien quelque chose qui serve de base. Donc, ce serait très bien les étudiants qui l'ont faite puissent venir la défendre. J'en parle de lui. Et donc, on a remerciements vraiment à ces jeunes étudiants qui ont travaillé, et à Claire, qui nous a orientés aussi. Bon, ils ont été aussi à l'écoute pendant toute l'étude. Vraiment, ils ont avancé à chaque fois qu'il y avait des remarques, ils ont fait réévaluer leur discours, etc. Et puis tous les financeurs, tous les gens qui ont participé à l'étude prennent le conseil régional, parce que pour un territoire, c'est quand même super intéressant d'avoir ce champ d'étude. Donc, cette étude, c'était une étude sur l'autonomie énergétique et la place des énergies renouvelables en Pays Toircé. Donc, ça a été réalisé avec Guillemette Dumas, Adrien Rousseau et Léa Chauvet, moi-même, et encadré par Claire Leby. Les commanditaires, c'était la région du Poitou-Charentes, le Pays Toircé, la communauté de communes de Saint-Valentin et l'École nationale supérieure du paysage. Donc, voici le territoire. Donc, on travaillait sur le territoire de la communauté de communes du Saint-Valentin, donc constitué de 9 communes, La Chapelle-Gaudin, Coulanges-Toircé, Luchet-Toircé, Luzé, Saint-Gène, Saint-Bavant, Gé, Pierrefitte et Blonay. Donc, comme l'a souligné Pascal Giraud, c'est une communauté de communes qui s'est engagée depuis les années 80 dans le développement des énergies renouvelables et qui avait pour objectif de devenir un territoire à énergie positive en 2020. Alors, je voudrais revenir sur le terme de territoire à énergie positive. Nous, on ne l'a pas pris dans le sens où on met en place des énergies renouvelables pour répondre aux besoins énergétiques des habitants, mais aussi on a considéré comment les nouvelles énergies elles pouvaient avoir un impact économique et social sur le territoire, environnemental, et comment elles pouvaient permettre la construction du paysage. On n'a pas voulu rester sur une vision contemplative du paysage, mais vraiment réfléchir comment l'infrastructure peut arriver à préserver et à créer de nouveaux paysages. Donc pour ça, on a reformulé la problématique. Donc, comment les énergies renouvelables et leurs infrastructures peuvent-elles participer à la valorisation des paysages du Saint-Valentin? Quelles ressources présentes sur le territoire nourrissent et légitiment leur implantation? En quel lieu? Quel paysage est plus ou moins propice à l'accueil de chacune? Enfin, quelle évolution paysagère ces nouveaux systèmes intégrés sur le territoire? Quelle gestion des ressources sont-ils préconisées pour inscrire ces évolutions dans le respect et la continuité des paysages existants? Donc, pour cette présentation, je vais plutôt axer sur la démarche, le projet qu'on a utilisé pour cette étude, plus que sur le contenu. Donc, dans un premier temps, on a dressé un bilan paysage, à la manière dans l'Atlas Paysage, pour dresser vraiment un territoire, un portrait du territoire, et vraiment voir quelles sont les dynamiques à l'œuvre actuellement dans le Pays Toircé et les enjeux. Ensuite, on a étudié les énergies qui étaient déjà présentes sur le territoire, on a créé des systèmes énergétiques et on a essayé de comprendre quelles retombées il y avait, quels acteurs étaient impliqués, comment ça fonctionnait aussi financièrement et au niveau environnemental. Et enfin, on a mis en place un concept de complémentarité paysagère et énergétique pour voir justement comment articuler la notion de préservation et construction du paysage et la mise en place de nouvelles énergies. Donc voilà, la première étape, pays et paysage toircé sur le territoire.
Donc ici, vous voyez un peu accentuer la limite de la communauté de communes. Donc on voit qu'elle s'insère dans un paysage très contrasté, avec un ouest bocagé et un est céréalier. Donc voilà à peu près avec toi en haut. Donc on a défini à partir de là des entités et des micro-entités de territoire pour bien cerner les enjeux du territoire. Donc on a tout d'abord un ouest bocagé qui a la particularité d'avoir un réseau hydrographique très dense, parce que c'est un sol granitique, donc l'eau reste, et ça a permis d'avoir une préservation du bocage sur cette partie du territoire avec justement des activités agricoles d'élevage et de polyculture. Donc voilà un peu les variantes qu'on peut retrouver ici. Et avec des haies qui sont toujours travaillées en tétard. Enfin, une autre grande entité avec l'est céréalier. Donc là, c'est pas du tout le même sous-sol, c'est un sous-sol calcaire avec des lignes fertiles. On voit que le remembrement a beaucoup changé la qualité de ces espaces, avec des boisements denses et des villages beaucoup plus condensés par rapport à l'ouest bocagé où on a des hameaux beaucoup plus diffus. Et entre les deux, on trouve une zone de transition. Donc, c'est pas une zone très fixe, elle est assez floue. Elle est caractérisée par un bocage qui se délite peu à peu. Et on pourrait la situer à peu près aux environs de la Deux-Sévrienne et de la vallée du Touet et du Toiret. Donc voilà, on voit à peu près comment le bocage peu à peu se délite pour arriver à la plaine céréalienne. Et enfin, les micro-entités, donc on a les vallées qui fabriquent des seuils dans le paysage au sein de la plaine bocagère, mais aussi de la plaine céréalière. Et on a aussi, donc, ces vallées ont la caractéristique d'être saturées, elles se referment par des boisements denses et par le développement des communes en fond de vallée. Et on a aussi 3 grandes carrières présentes sur le territoire qui sont des événements paysagers qui ont vraiment une grande importance puisque ce sont parmi les plus grandes d'Europe. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elles offrent une nouvelle topographie et un nouveau relief dans ce paysage. Et c'est vraiment important de valoriser ces infrastructures, déjà pour leur intérêt pédagogique, pour comprendre le sous-sol et comment fonctionne le site, et aussi parce qu'elles créent comme ça des événements qui jalonnent le territoire et qui font partie du paysage de la communauté de communes. Donc, à partir de cette analyse, on a regardé quelle dynamique de paysage était à l'œuvre actuellement sur le pays. Donc, on aperçoit que progressivement, il y a un remembrement de la plaine céréalière avance vers l'ouest. Donc, on a un appauvrissement du territoire, le bocage se délite peu à peu, et la plaine céréalière gagne peu à peu du terrain sur le bocage. Donc pour cela, les orientations, ce serait de préserver et restaurer les bocagères pour justement favoriser les richesses environnementales et écologiques qu'elles supportent, mais aussi de favoriser le système agraire en soutenant l'élevage et la polyculture qui s'essoufflent. Ensuite, au niveau des vallées, on voit que la tendance, elle est au refermement par l'urbanisation diffuse des baux qui s'étend comme ça sur les fonds de vallée, et aussi la présence de nombreuses peupleraies qui tendent à saturer et refermer les vallées. Donc les orientations qu'on a définies pour cela, c'est préserver le cadre de vie des habitants, lutter contre l'effet de saturation, donc éviter l'urbanisation diffuse et limiter l'implantation des bâtiments industriels, agroalimentaires, commerciaux hors d'échelle dans ces zones, et limiter la plantation d'arbres en surface et des semi-cultures. Et enfin, les carrières. Donc pour ça, elles ont tendance à s'étendre, mais sur un laps de temps assez long. Et l'idée, c'était de préserver l'unité et la démesure des lieux, de valoriser la géologie remarquable en rendant accessibles les carrières, en communiquant sur ces infrastructures, et voir comment
l'exploitation et ces transformations à long terme peuvent être en cohérence avec les espaces limitrophes, parce que il y a toujours des productions diverses qui s'enfrichent, des talus comme ça, des terrils qui sortent de ces infrastructures, mais on peut justement travailler ça pour valoriser le paysage et créer le territoire. Donc, ensuite, les énergies en place sur le territoire. Donc, actuellement, sur le territoire, on a l'éolien, la méthanisation, le solaire et le photovoltaïque, et le bois, le chauffage. Donc, pour chacune de ces énergies, on s'appuie sur des expériences locales. On a rencontré des agriculteurs, des politiques, des bureaux d'études, des associations qui nous ont expliqué la mise en place de chacune des énergies. On s'est basé à chaque fois sur un cas spécifique sur le territoire pour voir justement comment ça fonctionnait au niveau des acteurs impliqués, des retombées locales, des retombées environnementales. Donc, on a procédé comme ça. Après, on s'est aussi appuyé sur de nombreuses références extérieures pour voir comment retravailler ces énergies. Donc, à partir de ces systèmes qu'on a mis en place pour chacune des énergies, on a commencé à dresser des tableaux, à essayer de classifier pour comprendre quelles retombées elles avaient concrètement sur le territoire. Donc on voit en haut la méthanisation, le bois chauffage, le solaire, le photovoltaïque et l'éolien. Donc par exemple, pour la méthanisation, on voit que l'énergie produite c'est à la fois le chauffage et l'électricité. Au niveau de l'impact environnemental, on a une diminution du gaz carbonique et du méthane et une diminution des intrants chimiques, puisque avec le digestat produit, on empêche de rajouter des intrants chimiques sur la plaine céréalière. Une transformation des paysages, parce qu'on a un respect de l'environnement justement avec la diminution des intrants chimiques, mais aussi de l'élevage. Du maintien de l'élevage, voilà, et parler aussi du bocage. Les acteurs impliqués, c'est à la fois des agriculteurs, des investisseurs, voilà, et les retombées locales, elles sont plutôt économiques et sociales. Donc à partir de là, on a créé une nouvelle hiérarchie des énergies qui n'est plus basée sur seulement la productivité, mais sur des critères environnementaux, d'entretien des paysages, de diversité, le nombre d'acteurs impliqués et les retombées financières et sociales sur le territoire. Donc on voit qu'on passe d'une hiérarchie classique où l'éolien se tient en tête et le solaire à la fin, à une nouvelle hiérarchie où finalement sur ce territoire c'est la méthanisation qui est plus intéressante, le bois chauffage, le solaire, ensuite l'éolien et le photovoltaïque. Donc voilà. Donc je vais vous parler d'une énergie, comment on l'a développée à partir de là. Donc je vais parler de la méthanisation puisque c'est celle qui est en tête de notre hiérarchie. Et ensuite je passerai rapidement sur les autres pour vous montrer comment ça fonctionne. Oui, très rapidement. Alors, vous aurez le voilà, tout à fait. Donc, pour la méthanisation, donc là, c'est relevé de ce qui existe. Enfin, c'est un projet qui était à Pierrefitte par Jérémy Royer. Donc là, c'est les parcelles concernées. Donc là, c'est une unité aléatoire. Ce qui nous intéressait dans cette énergie également, c'était le fait qu'il y ait vraiment un réel échange entre l'ouest bocager et l'est céréalier. Justement parce que l'élevage, ça permettait de produire le fumier nécessaire à la méthanisation et que le digestat issu de la transformation pouvait être épandu sur la plaine céréalière. Du coup, on avait aussi un échange comme ça qui se produisait entre les deux systèmes. Donc c'est intéressant de voir par exemple que là, Jérémy Royer, il a justement travaillé dans la zone de transition entre les deux cités paysagères. Donc, à chaque énergie, on a dressé des cartes où on a associé des qualités de productivité et paysagère pour voir comment elles pouvaient s'insérer dans le territoire. Donc, dans le cas de la méthanisation, au niveau de la productivité, on a travaillé surtout sur l'espace de transition entre la zone bocagère et céréalière et sur les circuits courts. Et en termes de paysager, c'est où est-ce qu'elles pouvaient s'insérer, donc surtout dans les zones industrielles ou les grandes exploitations. Donc voilà, donc la méthanisation, comment favoriser les circuits courts, moi j'ai déjà parlé de ça précédemment.
Et ensuite, pour chacune des énergies, on a créé un projet, enfin, on a imaginé un projet à une échelle locale, un micro-projet, pour voir concrètement comment on pouvait insérer. Donc ici, l'idée c'était de mutualiser différents éleveurs et de travailler sur la zone industrielle de Saint-Varran, donc voir comment elle s'implantait. Donc voilà, je passe. Donc on a fait la même chose pour le bois chauffage. Donc l'idée c'était, pour le bois chauffage rapidement, l'idée c'est qu'il y a 3 chaufferies actuellement sur le territoire, mais qui sont alimentées par du bois issu des Landes. Donc on a vu comment valoriser, parce qu'on a un bocage local très dense, et qui se caractérise par des couronnes plus denses aux entrées de boue. Donc on a voulu renforcer cette caractéristique historique pour voir comment utiliser la ressource locale pour le bois chauffage. Et donc l'idée c'est vraiment de travailler sur les couronnes de bourg et voir comment justement ce développement du bocage il pouvait aussi accompagner l'urbanisation et le développement urbain, pouvait valoriser le cadre de vie et comment à long terme on pouvait utiliser la ressource locale. Donc voilà des types de travaux. Et l'éolien, j'en parle très brièvement, juste parce que pour nous, c'était une énergie plus opportuniste que les autres, dans le sens où il y avait peu de retombées locales. Et du coup, pour la mise en place de l'éolien, on est quand même resté sur des critères visuels, malheureusement. On n'a pas réussi à vraiment créer tout un système comme pour les autres énergies. Donc, les principes d'implantation, ils étaient simples. C'était de faire en sorte que depuis les bourgs, l'échelle perçue de l'éolienne soit de la même taille que l'échelle d'un élément caractéristique du paysage. Donc, soit des bocagères, soit de manière à ce que les rebuts des carrières ne soient pas rapetissés par la présence de l'éolienne, ou que dans les fonds de vallée qui sont déjà saturés, la présence de l'éolienne ne vienne pas rajouter l'effet saturation. Donc voilà, et enfin, comment on crée des systèmes de complémentarité énergétique entre le paysage et les énergies. Donc là, c'est les différentes cartes qu'on va dresser des énergies. Donc on voit ici, par exemple, si on couple à la fois l'énergie éolienne et le développement du bocage, que selon le principe de visibilité nucléaire qu'on a prescrit, si on développe le bocage, on peut développer également l'éolien en conséquence. Mais que ce développement peut se faire que dans le cadre du développement du bocage. On peut aussi avoir des complémentarités entre énergies. Ici, c'est le quartier de la piscine justement de Saint-Varran, qui est alimenté par la chaudière bois, la chaufferie de bois actuellement. Et l'idée, c'est que si on aménage aussi les toitures de tout ce quartier en solaire, justement, on peut pallier au problème de la ressource bois, dans le sens où il y a un temps de régénération assez long du bocage pour pouvoir produire le bois. Et du coup, si on arrive à allier les deux énergies, on peut devenir autonome dans le chauffage dans ce quartier. Sachant qu'en plus dans ce quartier, il y a la maison de retraite, les résidences, le collège, et puis des logements HLM, des villages HLM. Voilà, donc les deux ensemble permettent d'autonomie. Et en dernier point, on voulait souligner le fait que dans cette transition énergétique et dans cette construction des nouveaux paysages, l'acteur clé, ça restait l'agriculteur, justement parce que c'est lui qui produisait l'énergie, enfin, la base pour la méthanisation, qui entretenait les haies du bocage, qui sur ses exploitations peut mettre du photovoltaïque et du micro-éolien. Et du coup, on voulait accentuer sur l'idée que les politiques devaient vraiment s'axer sur cet acteur principal et pouvoir par exemple faire des formations, voir comment justement gérer ces revenus complémentaires et comment travailler avec les agriculteurs pour la création de ces nouveaux paysages. Et en bonus, on voulait vous montrer un outil de communication qu'on a utilisé pour justement sensibiliser les gens à cette transition énergétique. Juste, on avait créé... Voilà, excusez-moi. On a créé toute une promenade sur le territoire et on l'a illustré chaque étape de la promenade.
ce qui pourrait être, par exemple, en 2020 ou en 2050, une fois que la transition énergétique serait arrivée, et comment le paysage